Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans mon podcast CM au sommet. C'est Julien, je suis hyper heureux de te retrouver aujourd'hui. J'ai invité Noémie Kempf à venir expliquer ce que c'est une communauté. Et je suis sûr que ça va t'intéresser si tu es community manager et parce que c'est vraiment hyper intéressant pour nous. Salut Noémie. Salut Julien. Alors juste avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à cliquer sur ma masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est juste sous l'épisode en description ou sous la vidéo sur ma chaîne. Ok, c'est parti. Alors Noémie, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Moi, c'est Noémie. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis indépendante. J'ai 2 casquettes. La première, c'est une casquette de planeur stratégique à travers un média, une agence que j'ai créée qui s'appelle The Storyline et qui explore à travers un podcast, une newsletter et un blog le futur, en gros, des modes de consommation et comment les nouvelles attentes des consommateurs et des plus jeunes générations impactent les stratégies des marques d'un point de vue positionnement, marketing et modèle économique. Et ma deuxième casquette, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que je suis cofondatrice de Communo, qui est la première école du community building en France. Et donc, du coup, j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises, des créateurs, des indépendants à travers soit de la formation, soit des services aux entreprises dans tout ce qui est en fait création et animation de communautés de marques. Et j'ai également publié un livre en septembre cette année qui s'appelle Le pouvoir des communautés sur ce sujet. Ok, super intéressant, merci. Alors moi je suis un fan de ton podcast The Storyline et Merci. ton livre je l'ai pas lu en fait encore, mais j'ai lu D'accord. une intro et je conseille vraiment au CM de lire ce livre parce que franchement je suis sûr qu'on peut apprendre vraiment de bonnes choses à l'intérieur. On va en parler juste après. Alors du coup, euh, tu te parlais de communo, c'est quoi le community building et c'est quoi la différence entre un community manager et un community builder? Yes, alors du coup, chez Communo, on a quelques petites définitions qu'on aime bien utiliser. La première, c'est que donc le community building, ça consiste vraiment à recruter, fédérer, animer, engager et faire grandir une communauté pour le compte d'une entreprise et dans un objectif de répondre à des objectifs business qui sont assez variés, qui peuvent être de la notoriété, de l'acquisition, mais aussi de la rétention, de la fidélisation, de l'engagement, de la croissance. Et on fait une différence, et c'est là que le métier de community builder et de community manager vont différer, et on pourra en parler un peu plus en détail si tu veux. On fait une différence entre les notions d'audience et de communauté. Pour nous, l'audience, c'est généralement ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des followers, c'est des gens qui vont interagir avec le community manager en général et les messages que fait passer la marque de manière assez descendante sur ses différents comptes, sur ses pages Insta, TikTok, Facebook, etc. Et qui éventuellement vont cliquer, convertir, avoir des conversations avec la marque, devenir des clients. Mais le tout dans une relation assez unilatérale, on va dire, entre la marque et le follower, pardon, donc le membre de l'audience. Et dans les communautés, on définit plutôt ça comme des espaces qui sont généralement fermés, voire privés, au sein desquels les membres interagissent certes avec la marque et le community builder, mais aussi entre eux, pour créer de la valeur, pour collaborer, pour apprendre les uns des autres, pour trouver des opportunités de nature diverses et variées. L'idée étant que les interactions ne sont pas unilatérales et qu'elles sont complètement multilatérales. Et qu'il y a des conversations qui s'ouvrent pas uniquement entre une personne et la marque, mais entre toutes les personnes de la communauté. Parfois sans même que la marque intervienne ou le community builder intervienne. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, il y a vraiment des similitudes entre les deux métiers. Parce que c'est vrai que les CM, ils ont quand même cette notion d'engagement de communauté. Ça veut être aussi un objectif sur les réseaux sociaux. Mm. Et parfois, les communautés sont assez importantes. Et on retrouve un peu ce que tu dis sur la partie réseau social. Mais alors, à quel moment on peut se dire, ok, j'ai une communauté et ok, il faudrait que je mette ma communauté Instagram sur un réseau plus où on se retrouvera plus en confidentialité ou en confiance en tout cas. C'est quoi le point de déclic ou quoi?
Je ne sais pas s'il y a un point de déclic particulier qui caractérise pardon, Hmm. le lancement de toutes les communautés. En revanche, je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que j'ai un incentive business ou stratégique? En tout cas, j'ai un intérêt, moi, entreprise, à lancer une communauté. Et peut-être parce que j'ai des logiques de co-création de produits où je veux intégrer mes clients dans la réflexion autour de ma roadmap, ou bien j'aimerais générer plus de user-generated content, et donc du coup pour ça, il faut que j'engage encore plus ma base d'audience, etc. Ça peut être des objectifs très variés, et on pourra y revenir après si tu veux. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin du côté de la marque que la communauté pourrait venir prendre en charge, entre guillemets, que d'autres stratégies ne peuvent pas le faire aussi efficacement? Voilà, y a-t-il une pertinence pour la stratégie communautaire? Et deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un besoin du côté de l'audience d'être transformé en communauté? Est-ce que les gens sont preneurs d'interaction, d'échange? Est-ce qu'ils sont en demande? Est-ce qu'il y a une traction qu'on peut sentir d'une envie de se retrouver, de se fédérer et de faire communauté, au-delà d'être des followers un peu peut-être moins dans l'échange et les interactions? Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis au niveau de l'échange déjà autour de la roadmap d'une entreprise, enfin la feuille de route et même de l'UGC. L'UGC pour les CM, c'est parfois pas évident à récolter. L'UGC souvent, maintenant c'est de plus en plus, enfin c'est payant. Enfin voilà, c'est clair, c'est clairement des créateurs qui font ça et récolter de l'UGC gratuit. C'est de plus en plus complexe ou c'est voire même impossible, et c'est vrai que la communauté c'est vraiment intéressant pour ça. Et ensuite, comme tu dis, est-ce qu'il y a un besoin, une demande? Alors comment tu sais qu'il y a un besoin, une demande? Ça veut dire qu'il y a des feedbacks d'utilisateurs qui en parlent en DM, ils en parlent souvent dans les commentaires ou... Ça peut arriver comme ça. Je pense que du coup, parfois tu peux sentir une traction et la marque fait des petites expérimentations, genre tu vois, à travers des formats comme des lives. Typiquement, si tu vois que les gens sont hyper chauds et parlent entre eux pendant les lives, les choses comme ça, tu te dis, ouais, ok, il y a peut-être un petit truc dans les commentaires s'ils commencent à parler entre eux carrément. Il y a des comptes Instagram qui se pensent comme étant des comptes un peu conversationnels. Je pense à, par exemple, je sais pas, un compte que j'aime bien, que je trouve rigolo, c'est la trentaine TMTC. Je sais pas si tu connais. C'est Non. un compte Insta, en gros, de mèmes et de blagues sur la dure réalité des trentenaires. Et c'est hyper rigolo. Et en fait, Ok. la nana qui est derrière ça, elle crée des petits rituels, des routines, et donc tous les lundis, elle pose une question en mode genre, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de me plaindre d'eux, et en fait les followers répondent, genre je sais pas, de mes voisins qui cassent les couilles parce que leur enfant pleure, ou bien Ah ouais. de cette personne qui prend ses appels dans un wagon de la SNCF, et en fait donc elle publie les réponses, elle les commente et tout, et les membres, les followers répondent en story aux trucs les uns avec les autres. Enfin, donc tu sens que voilà, ils se parlent pas en direct, mais ils répondent aux messages des autres. Et là, tu as un sujet d'interaction et une traction qui est clairement avérée. Et ensuite, il y a d'autres formats au-delà des réseaux sociaux, je pense, qui sont intéressants pour tester l'appétence d'une commu, et notamment le format newsletter. Si tu vois que les D'accord. gens répondent à ta news, en fait, c'est que a priori, ils ont envie d'aller au-delà de ce que tu leur partages de manière écrite. Ou bien il y a bien Ok. évidemment les événements qui sont une bonne manière de tester l'engagement et l'appétence des gens. Style aussi les challenges et des choses comme ça sur 5 jours. Bon, voilà. Ouais. Mais d'accord, c'est super intéressant ce que tu dis. En tout cas, les gens qui répondent aux newsletters, aussi, ouais, les commentaires. Et puis cette personne dont tu parlais juste avant, là, qui a ce compte Instagram, en fait, qui utilise carrément des techniques, on va dire, d'animation communautaire. Que tu peux retrouver ensuite dans des groupes fermés, mais elle l'utilise sur Instagram et ça marche très bien. Donc Ouais. Et la après, passerelle, elle est... la Ouais. passerelle est... Oui, oui, c'est assez fin. De Hmm. toute façon, je pense Ouais. que ce sera peut-être une de tes questions après, mais avant d'exister sur un groupe privé, très souvent, une communauté, elle va naître, entre guillemets, sur les réseaux sociaux parce que les gens, il faut bien aller les chercher quelque part.
Exactement. Et du coup, là, on en revient à la problématique globale des entreprises en termes de stratégie marketing. C'est que pour consolider une audience, que ce soit sur un blog, sur un podcast, sur une news, il faut d'abord aller chercher les gens là où ils sont. Et généralement, là où ils sont, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, c'est un Oui, ça peu c'est clair. indispensable Ouais. aujourd'hui. Ok. C'est super bien déjà tout ce qu'on dit maintenant. Alors là, je voudrais rebondir sur... Il y a deux questions que j'aimerais poser, elles sont vraiment différentes, mais je vais partir sur rebondir sur ce qu'on a dit. C'est quoi les techniques d'engagement communautaire? Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, tu vois? Les techniques d'un agent communautaire? D'engagement, Ah, pardon. pardon. J'ai pas articulé. Les techniques d'engagement communautaire. Bah ça, je suis pas sûre que je vais t'apprendre grand-chose. Entre le community management et le community building, l'enjeu de l'engagement et de l'animation est assez similaire. Je pense que dans une communauté, la bonne pratique numéro un, c'est d'essayer de créer de la récurrence. Donc, de donner des rendez-vous, quel que soit Ouais. le format. Bah, ça, c'est un énorme conseil de ouf, en vrai. Parce que, non, mais c'est vrai. Parce que donner des rendez-vous, on l'oublie, tu vois. Ah ouais. Nous, souvent, en tant que CM, on se dit, on doit publier du contenu, ou les gens, ils disent, on doit publier du contenu, Ouais. mais non, en fait, pensez déjà, donner des rendez-vous, c'est top. Et ces rendez-vous, ça peut être quelle forme? Ah bah dis donc, je vais pas faire ton travail pour toi quand même. Non, je rigole. Non, tu Non, m'as mais je dit, déconne, en je fait, déconne. tu m'as dit juste avant sur le compte Instagram, elle donnait un rendez-vous, Bien la sûr. question du lundi matin. Et ça, c'est un Ouais. super rendez-vous, Je moi, je pense trouve. que en fait, ça dépend des communautés et ça dépend de l'objectif des membres, bien évidemment. Si tu es dans une communauté de professionnels sur une verticale métier, ça peut être intéressant de faire des Ask Me Anything, donc d'inviter des experts sur un créneau horaire précis pour que tous les gens viennent poser leurs questions sur l'outil communautaire. Si tu es sur une communauté un peu plus lifestyle, ça peut être des partages de conseils ou de tips. C'est genre, je sais pas, c'est un truc de gens qui aiment je sais pas, la bonne bouffe. C'est lundi recette. En fait, tout est envisageable. Ça dépend. Il faut faire ce travail de compréhension des drivers de ses membres pour pouvoir adapter Ouais. en conséquence sa stratégie d'animation. Ouais, très bien. Ouais, moi j'avais vu aussi qu'il y avait le format FAQ, la foire aux questions, ça marchait bien en live ou quoi. C'est vrai qu'il faut, comme tu dis, comprendre. Alors, t'as dit les drivers, mais j'ai pas les drivers Les leviers. Les leviers, voilà, en français. Les leviers de ces membres. Non, mais c'est super bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette question de rendez-vous, le rituel, t'en parlais l'autre jour sur LinkedIn, créer des rituels qui reviennent chaque semaine. Ouais. Ça permet d'engager de plus en plus. Quoi. Complètement. Il y a aussi, alors, tu parlais aussi, alors, je pense que la différence entre les réseaux sociaux et peut-être les communautés un peu plus fermées aussi, c'est que les communautés fermées, il y a aussi la notion d'événementiel qui intervient. Quelle forme ça prend pourquoi c'est intéressant de créer des événements quand on est une communauté? De manière assez simple. Donc, quelle forme ça prend? Ça dépend. Ça dépend si ta communauté, elle est un petit peu éclatée aux quatre coins du monde ou si elle est localisée. Ouais. Mais ça peut être des événements en ligne, tout comme des événements en présentiel. Et ensuite, en termes de pourquoi, tout simplement parce que pour créer une énergie communautaire et de la cohésion, c'est important pour les gens d'avoir des moments de rencontre et de partage. Ouais, ça, la cohésion, c'est clair que c'est vrai que ces moments de partage, c'est super intéressant pour la cohésion. Et c'est vrai que je pense que la principale difficulté pour créer une communauté, c'est que moi j'ai eu souvent des témoignages, j'ai lu des témoignages sur des différents forums de personnes qui lançaient des communautés et rapidement il y avait tout qui retombait, quoi. Tu vois, il y avait plus d'interaction entre les membres et de moins en moins de choses, et les communautés abandonnées, il y a un cimetière de communautés sur Facebook quand on va regarder certaines thématiques. Il y en a qui sont plus du tout actives.
Et je pense que cette partie cohésion dont tu parles, c'est ultra important, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok. Du coup, alors là, on va partir plus dans la thématique freelance, tu vois. Comment tu t'expliques ça à un client, tu vois? Il a des réseaux sociaux, tu lui dis, ah, bah, ça serait génial si vous aviez une communauté, et lui, il connaît pas, quoi. Il se dit, mais de quoi il me parle, la communauté? Comment t'arrives à l'expliquer au client que ça serait bénéfique pour lui? Mhm. Bah, du coup, la réponse est dans mon livre, Ah, détaillé, mais je vais te achetez donner le un livre. petit teaser. Ok. En gros, bah, ça revient tout simplement à cette notion d'objectif économique. Ouais. La communauté, elle peut avoir un impact avéré sur différents aspects de, du business et notamment, enfin moi, en tout cas dans le livre, je distingue trois grands piliers sur lesquels la communauté peut intervenir. Premièrement, le capital de marque. Donc la communauté, c'est quand même une grosse source de légitimité et une caisse de résonance de ton message de marque et de ton image de marque si tu l'utilises à bon escient. Donc les communes, elles peuvent permettre aux entreprises d'être plus visibles et plus légitimes auprès de nouvelles audiences et donc à aller chercher de nouveaux marchés ou en tout cas renforcer leur positionnement sur des marchés existants. Ensuite, il y a bien sûr le revenu. La communauté, ça peut être un outil de conversion ou de fidélisation client qui est hyper efficace. Et il y a des chiffres qui montrent ça sur différentes communautés, etc. aujourd'hui. Et ensuite, le produit. La communauté peut contribuer à co-construire les produits et à les rendre du coup plus pertinents pour les clients puisqu'ils sont imaginés en partenariat avec des personnes qui l'utilisent vraiment. Ouais. Bah, pour moi, c'est trois super arguments pour un client. Ah, c'est clair. Mais ton livre, tu peux rappeler le titre Le juste? pouvoir des communautés. Voilà, comme ça, tout le monde l'a bien en tête. Voilà. Ok. Bah, merci pour ça. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Enfin, si t'es CM et t'écoutes ce podcast, t'as trois super arguments là pour convaincre ton client de créer une communauté. Alors ensuite, bon, t'as convaincu ton client et tu dis bon bah, il se dit ok, on va lancer cette communauté. Euh, Ça serait quoi les erreurs à ne pas commettre euh, quand on part de zéro, tu Hmm. vois? Bah, je pense, comme tu disais, il y a un certain nombre de communautés qui se lancent un peu en grande pompe, avec beaucoup de faste et d'énergie, et le soufflet retombe rapidement. Typiquement, Hmm. ce genre de choses, c'est dangereux. Et du coup, souvent, quand on lance une communauté, on a tendance à se dire, ouais, il faut vite qu'il y ait beaucoup de membres, que ça bouge, que ce soit animé, que ce soit vivant, etc. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur parce que dans l'animation communautaire, c'est hyper important de mettre le curseur sur la qualité de l'engagement et des interactions, notamment au début, pour que les gens aient envie de revenir euh, versus faire de la masse. Et je pense que ça, c'est un peu une grosse erreur que vont commettre une grande partie des community builders juniors quand ils lancent une commu pour un client ou pour leur entreprise. Et du coup, c'est un gros point de vigilance à avoir. Ok. Sur euh, quand tu dis la masse, tu vois, enfin, est-ce que tu as un chiffre en tête? On peut créer une communauté de 5 personnes, quoi, au départ, c'est Mm. possible? Ouais, il n'y a pas de chiffre particulier, je pense, parce que en fait, tout dépend du segment d'activité, des membres, du sujet traité. Il y a des sujets de niche Hmm. comme il y a des sujets universels. Donc, c'est pas tant un chiffre spécifique qu'on va mettre sur l'ensemble des communautés, et c'est pas une règle gravée dans le marbre. Mais tu peux animer une communauté de 10 personnes, tout comme tu peux animer une communauté de 15 000 personnes. Ok, énorme. Du coup, alors, tu vois, tu as ta communauté, on va dire, avec le nombre qui augmente petit à petit. Alors, comment on fait pour inviter, tu vois, ces followers des réseaux sociaux, genre LinkedIn, Insta, peut-être même en Mhm. newsletter ou quoi? Comment on fait pour les inviter dans une communauté sans paraître brusque ou quoi? Ou comment ça se passe, tu vois? Euh, Bah, je suis pas sûre que tu risques de paraître brusque parce que tu offres
l'entrée dans un club ou dans un espace un peu privilégié, intime. Donc généralement, c'est quelque chose d'assez positif. Je pense qu'il y a une question de comment tu tournes le message et ensuite comment tu pitches la communauté comme étant un truc qui sert les intérêts des personnes qui vont la rejoindre plutôt que comme étant un truc qui sert tes intérêts toi d'entreprise. Ok, énorme. Ok, ouais, c'est une bonne manière d'inviter ses followers. Euh, alors, tu parlais tout à l'heure du rôle de community Mm. builder. C'est quoi son rôle au quotidien? Qu'est-ce qu'il fait quoi, dans la communauté? Bah, du coup, ça dépend des étapes de vie de la communauté, mais il y a toute cette partie création de la stratégie et de la roadmap communautaire. Et donc, ça va vraiment être définir les objectifs, à quoi sert la communauté, quelles sont les métriques de succès qu'on va mesurer au fur et à mesure, choisir les outils, sur quels outils ou quel outil on héberge la communauté, comment on l'anime, quel type de contenu on crée, choisir aussi du coup comment il définit le parcours des membres de la communauté, donc comment je vais les chercher, où je vais les chercher, comment je les fais venir sur mon outil, comment je les fais rester sur mon outil. Et ensuite, il y a la mise en musique de tout ça, avec beaucoup de production de contenu, beaucoup de conversations, beaucoup de recherches utilisateurs pour comprendre si la stratégie communautaire répond à des enjeux réels ou si elle est à côté de la plaque. Ok. Ouais, donc Community Builder fait énormément de Mm. choses. Tu parlais des étapes de vie d'une communauté. C'est quoi les grandes étapes de vie d'une communauté par curiosité, parce que en fait, là, j'apprends un truc vraiment. Ouais, bah du coup, il y a sa jeunesse, donc quand elle est lancée, elle est toute petite et il y a peu d'engagement et du coup, il faut un peu sortir les rames pour l'animer, la faire grandir. Ensuite, il y a une étape de développement où des gens vont la rejoindre, elle va grandir, grandir, grandir. Et souvent, il y a une étape qui est un peu la masse critique, qui est le seuil à partir duquel la communauté devient un peu trop grande et il va falloir la segmenter. Ok, hyper intéressant. Pour pas se retrouver avec des contenus trop généraux et plus personne voit le bon contenu Exact. comme il faut, quoi. Ok, d'accord. Du coup, tu parlais d'outils aussi, tu vois. Alors, les outils pour gérer une communauté, déjà, quels sont les outils des plateformes communautaires? Moi, j'en connais quelques-uns. Il y a les groupes Facebook, pardon. Alors, je sais pas si ça, c'est Mhm. très bien, mais bon, voilà, Discord, bien sûr. Je suis dans plusieurs Discord. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour faire ça, peut-être encore plus professionnels? Ouais, tu as parlé de Discord et des Facebook Groups. Il y a d'autres plateformes qui commencent à essayer de tester. On voit que même Insta, ils essayent avec leur channel. Il y a Ouais. WhatsApp Communities, qui est une feature spécifique de WhatsApp. Il y a Slack, bien sûr. Il y a Telegram. Et tout ça, c'est des outils de messagerie instantanée. Après, il y a des acteurs qui ont développé des plateformes propriétaires qui sont des plateformes qui sont vraiment pensées pour faire de l'animation de communauté. Aux États-Unis, les plus connus, c'est Circle. Et en France, il y a plein d'acteurs super qui se lancent ou qui évoluent. Tokiwoki, Melting Spot, Voodoo. Donc, il y en a un paquet. Et c'est des outils, du coup, qui permettent d'onboarder ses membres, de créer du contenu, d'ouvrir des conversations, de segmenter et tout, qui sont assez avancés. Le seul petit point de vigilance étant que c'est des outils qui demandent de se créer un compte, de se loguer dans son compte sur l'outil. Et donc, ça rajoute un nouvel usage au-delà de celui qu'on a des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu moins fluide en termes d'expérience communautaire, ou en tout cas, ça demande un effort de la part des membres pour se connecter et accéder à la communauté. Ouais, ça peut être, oui, ça peut être un blocage, mais après, c'est comme dans une formation, quand il faut se connecter à un autre outil, enfin, quand on est motivé si on est réellement motivé et on est par le club, par ce club-là, enfin, par la communauté, c'est vrai que ça peut être Mhm. c'est pas vraiment un blocage, en fait. Mais ouais, je comprends l'idée. Euh, ok. Tu parlais aussi des indicateurs, tu vois, à surveiller pour savoir
si tu es dans la bonne direction, est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Et bien sûr, on retrouvera les autres dans ton livre, sur ton Ouais, bien podcast. sûr. Bah, du coup, bien Mm. évidemment, tu as le taux d'engagement, pardon, dans ta Mm. communauté. Donc, c'est est-ce qu'il y a vraiment des conversations entre les gens? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils viennent sur l'outil? Est-ce qu'ils sont actifs dans son usage et tout? Donc, ça dépend des outils utilisés. Mais typiquement, si tu es sur Slack, tu peux aller lire le Active Days de tes membres, les Monthly Active Users, les trucs comme ça. Euh, Après, je pense qu'il y a aussi l'interaction avec le contenu que tu crées. Donc, si tu as une newsletter, par exemple, le taux d'ouverture de ta newsletter, etc. Et puis, ta capacité à ramener de nouveaux membres dans la communauté au fur et à mesure. Donc, combien de nouvelles personnes par semaine, par mois, par an, en fonction des objectifs. Typiquement, ça, c'est des indicateurs intéressants à regarder. Ok. Ouais, d'accord, très bien. Et ça permet de mesurer, j'imagine, le contenu que tu crées à l'intérieur. Alors, tu vois, si tu crées des rituels, on va dire le lundi, le mercredi, le vendredi, euh, tu peux, enfin, tu peux poster toute forme de contenu, j'imagine, enfin, des photos, des Carrément. vidéos. Et tu peux aussi importer ce que tu crées ailleurs sur les réseaux sociaux, peut-être. Tu peux l'importer à l'intérieur de ta communauté Ouais. pour montrer peut-être des réactions, tout ça, faire Mhm. réagir. Ouais, carrément. Mais Euh, après, je pense ouais. que c'est quand même important de garder en tête que le contenu sur la communauté, c'est mieux qu'il soit exclusif. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à aller sur la communauté. Ouais, ok. Ouais, exact. Donc, en vrai, c'est pour ça que le métier de community builder, c'est vraiment un métier, parce que un CM pourrait pas faire les deux à la fois, quoi. Il pourrait pas créer du contenu à la fois sur les réseaux sociaux et en plus, enfin, il y en a qui le font très bien, mais c'est compliqué de faire tout en même Ouais. temps, quoi. Bah maintenant, est-ce que pour terminer, est-ce que tu voudrais présenter un peu ce que tu fais avec Communo ou même bah, ton livre, comment ça s'est passé, Mhm. enfin voilà, si ça te va. Ouais, carrément. Alors, du coup, quelle question? La question Hmm. sur Communo ou la question sur le livre? Les Ouais, les deux. deux. Vas-y, parle des Ouais. deux. Bah, du coup, Communo, on est donc à la fois une école. On propose une formation de 3 mois qui accompagne les profils soit indépendants, soit salariés en entreprise dans leur apprentissage du métier de community builder ou dans le passage potentiellement du métier de CM à celui de CB en fonction des envies et de s'identifier plus sur le community building. Et on accompagne aussi les entreprises sur des missions de stratégie, d'audit, de stratégie communautaire et de l'accompagnement au quotidien pour les aider à optimiser le fonctionnement, l'animation et la performance de leur communauté euh, en s'appuyant sur un collectif de community builders qui nous entoure. Et moi, après, chez Communo, bah, je suis cofondatrice et CMO, donc c'est moi qui fais tous les contenus que vous pouvez voir sur les internets, Mhm. podcast community-centric, newsletter Trop bien. community-centric et le blog de Communo, bien sûr, sur lequel on publie toutes les 2 semaines des articles et des conseils gratuits. Et Mhm. après, sur le livre, eh ben, le livre s'appelle Le pouvoir des communautés. Je l'ai écrit euh, pour essayer de partager les clés de la création de communautés engagées avec vraiment des méthodes, des outils, beaucoup d'exemples. Il est très, très, très centré sur les exemples. Euh, mais il porte aussi un message un peu plus large qui est que je suis assez intimement convaincue que les communautés, c'est le futur des entreprises parce qu'aujourd'hui, le marketing, sur certains aspects, touche ses limites, notamment sur tout ce qui est acquisition sponsorisée, payante. Les coûts sont de plus en plus élevés, les marques ont de plus en plus de mal à s'y retrouver, les consommateurs ont de plus en plus de filtres anti-bullshit, on peut plus trop mentir Mhm. et vendre de la merde en réalité, ce qui est plutôt bien, Mhm. hein. Mais je pense que les communautés permettent de répondre à ce nouvel enjeu et au-delà de ça, elles forcent un peu les entreprises à devenir un peu plus vertueuses et à questionner leur raison d'être, leurs valeurs, leur finalité, puisque quand on intègre des humains dans sa stratégie, forcément, on est un peu obligé de questionner la valeur qu'on leur apporte. Et du coup, j'ai un peu l'espoir, pas secret, que les communautés rendent les entreprises plus vertueuses. Ok. Juste, il y a un point j'ai plein de questions qui me D'accord. sont venues quand tu parlais. Mais juste, il y a un truc, bon, c'est super intéressant. Merci pour ta présentation de ce que tu fais. Tu vois, moi, tu vois, j'accompagne des grandes entreprises aussi, sur la partie social media.
Et souvent, quand ça va pas, tu vois, dans les commentaires, il y a des clashs, tout ça, sur les réseaux sociaux, des grands groupes qui viendraient faire, enfin, est-ce que ça pourrait faire peur à un groupe ou quoi de créer une communauté en faisant venir des gens qui vont clasher dans la communauté? Enfin, comment tu arrives à gérer ça, quoi? Bah, peut-être de la même manière que quand tu le gères sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu crées une communauté, tu prends un risque parce que tu donnes la parole et tu donnes la place à tes clients ou à ton audience et tout, et tu leur dis, voici un espace pour vous, dites ce que vous voulez dedans. C'est un peu un saut dans l'inconnu et ça demande d'avoir confiance. Mais je suis pas sûre que j'aurais cette lecture-là de comment tu gères les critiques. C'est plutôt, s'il y a des critiques, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il y a des critiques? Est-ce qu'il y a des insatisfactions vis-à-vis de ton produit, vis-à-vis de ton support client? Auquel cas, l'objectif n'est pas de faire taire la critique, mais plutôt d'essayer de manière constructive. Et justement, à travers la communauté, c'est peut-être plus simple, de manière collaborative avec tes clients, essayer de résoudre les problèmes. Hmm. Ouais, ça il y a pas tout le monde qui est prêt à l'entendre, mais c'est une très bonne réponse. Merci. Côté client. Ok, tu parlais tout à l'heure aussi d'aider les CM à devenir CB. Tu vois, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a c'est pas des compétences, mais des soft skills à avoir pour devenir CB? Est-ce que CB c'est particulier quand même? Enfin, community builder, il faut, euh, c'est c'est euh, c'est un engagement très très fort, beaucoup plus fort peut-être que sur les réseaux sociaux dans la relation communautaire. Est-ce que déjà il faut avoir des traits, tu vois, de caractère ou quoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de s'accommoder bien à ce travail ou non, n'importe qui peut faire ce travail N'importe qui peut pas le faire, mais comme tous les métiers. Après, il y a peut-être, je vais juste déjà te dire un truc qui est un peu une idée reçue. Les gens ont tendance à se dire, ah, pour être CB, il faut être hyper extraverti, super à l'aise pour prendre la parole devant plein de gens et tout. En réalité, plein de community builders sont très introvertis, mais il faut avoir la fibre humaine quand même. Ceci étant dit, tu peux avoir des interactions individuelles avec tes membres. Donc, il faut avoir une capacité d'écoute, d'empathie, euh, parce que tu vas forcément faire de la recherche utilisateur, essayer de comprendre qui sont tes membres, comment tu peux répondre à leurs besoins et tout. Après, il y a bien sûr des compétences de création de contenu et d'animation, mais que les community managers ont en général. Et ensuite, il y a aussi toute une partie un peu plus analytique et stratégique euh, qui consiste à avoir en tête les métriques que tu vas suivre pour mesurer le succès de ta stratégie communautaire, créer la stratégie communautaire. Et après, il y a aussi peut-être une capacité à valoriser la communauté auprès des autres métiers. Genre faire un pont avec le marketing, avec le produit, avec le customer care, etc. pour voir comment tu peux intégrer la communauté dans leurs enjeux. Et donc ça demande aussi quand même un petit sens politique potentiellement dans l'entreprise parce qu'il faut que tu saches valoriser ton job parce que généralement les gens comprennent pas à quoi sert la communauté. Ok, ouais, super intéressant. Je pense que politique et Ouais, diplomate en même exact. temps. Ok. Mais on peut le faire en freelance ou ça se fait plus en salarié, ce type de Non, non, poste? il y a plein de community builders qui sont freelance. Hmm, Après, il faut juste être à l'aise sur d'accord. le niveau d'engagement, enfin de réactivité que tu vas avoir et parce qu'il y a toujours un Hmm, sujet que tu peux pas prévoir quand les gens vont avoir des questions à poser ou un besoin. hmm. Et si t'es pas à dispo H24, faut juste que ce soit clair avec le client. Mais ça se fait souvent. Ok. Parce qu'un un community builder doit être dispo Non, H24 pas ou forcément. Mais ça dépend du coup des règles de la Ok. communauté et de ce qui est Ouais. défini. Ouais. Après, si quelqu'un pose une question sur D'accord. une commu et que personne n'y répond dans les 24 heures, en vrai, je sais pas si la personne poserait une deuxième question, quoi. Et ton engagement, il meurt Ouais, assez c'est ça, rapidement. ouais. 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 Ouais, c'est clair, tu dis, ouais. C'est vrai, c'est intéressant, surtout que, enfin, les gens, ils commandent plutôt quand ils ont terminé le boulot le Mm. soir ou le week-end. Donc c'est vrai qu'il faut être, c'est un métier où il faut être assez disponible, bah, comme quand t'es CM, en Ouais. fait. Pareil. Mais comme tu le disais si bien, quand tu mets des règles qui sont claires, peut-être il peut y avoir des Mm. exceptions, quoi. Exact. Ouais.
Ok, je vais reposer une question que entre 8h et 17h, du lundi au vendredi. Ouais, je suis pas sûre que ça passe. Comme un customer service. Ok. Bon, bah écoute, merci Noémie. Super intéressant. Beaucoup aimé cet échange. Et tu veux rajouter quelque chose pour terminer ou je peux conclure? Ça me paraît ok. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Très bien. Ouais. Ben, merci à tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode avec Noémie. Je suis très content d'avoir discuté des aspects, enfin, de comment développer une communauté, très intéressant. N'oubliez pas de lire son travail, son livre. Hein, c'est un gros travail, bien sûr, Yes. d'écrivain. Et on se retrouve, nous, dans ma masterclass en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!